Bien, bonjour. Bonjour. Voilà, alors c'est comme dans les cours, ce serait bien que tout le monde ne parle pas en même temps. Donc bonjour, Bernard Guachaud, donc je suis le vice-doyen, je représente donc le doyen Sibylia qui ne pouvait pas se libérer aujourd'hui. Je vous remercie de l'invitation et de l'organisation par l'amicale de cet accueil. Je vais vous dire juste quelques mots pour insister sur quelques points qui me paraissent importants dans cette nouvelle vie qui va commencer pour vous. Alors j'ai volontairement choisi ce titre puisqu'effectivement dans quelques jours vous allez devenir étudiant hospitalier, ce qu'on appelle communément externe, ce qui est un mauvais terme, puisque vous allez voir qu'au contraire on a tout fait pour que vous vous sentiez complètement chez vous à l'hôpital. Et j'ai volontairement aussi, c'est pas pour les titres, mais j'ai volontairement fait figurer la double affiliation qui va être la vôtre pendant quelques années, durant votre vie d'externe et durant votre vie d'interne, et peut-être plus, si affinité. Vous allez être à la fois étudiant, donc dépendre de l'université, et puis des hospitaliers. D'abord un peu ayant un statut, je dirais, de stagiaire, et puis après un statut de professionnel en formation quand vous serez interne. Et je pense qu'il faut et ça va être l'essentiel de mon message aujourd'hui, c'est que vous vous imprégniez de cette notion de double statut. Vous êtes encore étudiant, vous allez l'être encore pendant quelques années, mais vous êtes déjà des professionnels. Ce qui implique des droits et un certain nombre de devoirs. Alors, je ne rentrerai pas dans la partie administrative qui sera abordée, je crois, par quelqu'un de l'hôpital tout à l'heure, mais plus sur la question professionnelle que, en tant que médecin, je vais développer un tout petit peu. Alors, je ne vais pas rentrer sur ce que je pense que vous le ferez, vos représentants feront sûrement ça beaucoup mieux que moi sur l'organisation technique des grilles de stage. C'est une organisation un petit peu complexe. Je vais simplement donner un message, puisqu'il se trouve que c'est une réforme que j'avais portée il y a quelques années, sur le fait qu'on a fait le choix à Strasbourg pour les 4e, 5e années que vous soyez à plein temps à l'hôpital. Pourquoi ? Il faut savoir, vous ne pouvez peut-être pas le savoir, mais jusqu'à il y a quelques années, la division du temps de travail de l'étudiant hospitalier était clairement le matin à l'hôpital et puis l'après-midi en cours ou à la piscine, suivant la motivation des uns et des autres. Mais il n'y avait pas d'externe à l'hôpital l'après-midi en dehors des périodes de garde. Or, un hôpital, vous vous en doutez, vous allez rapidement le constater, c'est 24-24, 365 jours par an. Ça ne s'arrête jamais, un hôpital. Et il nous paraissait fondamental que vous soyez tout de suite plongé dans cette réalité de la vie hospitalière. On travaille 24 heures sur 24 à l'hôpital. Alors, pas toujours les mêmes, évidemment, on se relaie. Mais la vie de l'hôpital ne s'arrête jamais et on ne fait pas forcément la même chose le matin et l'après-midi, pas la même chose la nuit non plus. Donc il nous paraissait important que vous soyez tout de suite confrontés à cette réalité et qui nous paraissait beaucoup plus formateur que vous soyez effectivement complètement intégrés, c'était l'esprit de la réforme à l'époque, que vous soyez complètement intégrés à l'équipe soignante et donc que vous puissiez participer à la prise en charge, à votre place, mais à la prise en charge des patients du matin au soir et puis évidemment pendant les périodes de garde. Alors je passe sur les grilles simplement pour dire que c'est parfois un petit peu compliqué à gérer, les grilles et les effectifs. On est, alors, pour vos représentants qui sont dans les commissions d'enseignement, vous savez qu'on est régulièrement interpellé par certains chefs de service sur le nombre d'étudiants en stage, etc. Bon, on travaille beaucoup avec Anne Charpiot et Bruno Moulin à essayer de trouver des solutions satisfaisantes pour équilibrer un petit peu, parce que quand vous n'êtes pas assez dans un terrain de stage, c'est pas bien, vous n'avez pas le temps d'en profiter, quand vous êtes trop, c'est pas bien non plus. Donc on travaille encore sur cet équilibre, ça fait plusieurs années, je pense qu'on n'a pas encore trouvé la solution, mais il faut que vous compreniez que c'est relativement complexe à gérer.
Alors, les objectifs généraux, San Charpio qui a préparé ces diapositives, qui est la responsable des stages, c'est clairement de vous préparer à l'internat où vous serez déjà dans une période d'autonomie relative, supervisée mais relative, et de faire cette transition entre la sémiologie, l'apprentissage de la sémiologie que vous avez fait lors de ce qu'on appelle les checklists, où là vous avez vraiment été initié à la gestuelle, je dirais, clinique, à l'interrogatoire, etc. Et puis à vous préparer à l'exercice professionnel où vous aurez besoin d'avoir acquis une partie de ces compétences relationnelles de soins dans toutes ces dimensions, diagnostic, thérapeutique, et puis très très important, cette notion de travail en équipe qui a été rappelée dans les annonces présidentielles récentes, mais qui est clairement au cœur maintenant du métier hospitalier depuis de nombreuses années. Et vous allez tout de suite le sentir quand vous arrivez en tant qu'étudiant dans un service. Vous arrivez au sein d'une équipe pluriprofessionnelle où chacun a sa place, chacun a ses compétences, chacun a son expérience, et qu'il faudra aussi savoir profiter de l'expérience des uns et des autres. Alors, il y a, puisque voilà, vous ne bénéficierez pas de la suppression des ECN, donc vous allez devoir passer les ECN. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, parce que vous allez être obsédé, je pense, dans les 3 ans qui viennent par les préparations des ECN, il n'y a absolument aucune opposition entre les stages hospitaliers et les ECN, au contraire. C'est clairement au cours des stages hospitaliers que vous allez consolider les connaissances que vous apprenez sur le plan théorique. C'était vrai, moi ça ne s'appelait pas les ECN, mais quand j'ai passé l'internat, le principe était quand même le même. Quand vous avez vu un malade qui a la pathologie que vous avez vu en cours, que vous l'avez interrogé, que vous l'avez suivi, que vous êtes posé des questions, vous n'oublierez plus jamais voilà, le cours. Donc vraiment, il faut que vous preniez les stages comme le complément de ces acquisitions théoriques. Et une fois que vous aurez vu un patient avec une pathologie donnée, vous allez voir que vous allez comprendre, vous allez du coup mémoriser un certain nombre de choses, et que le patient souvent va vous apprendre aussi beaucoup de choses extrêmement utiles. Donc il n'y a pas d'opposition, donc surtout ne délaissez pas les stages pour le bachotage des ECN. Ce serait idiot sur le plan de l'apprentissage de votre métier, mais ce serait aussi un mauvais calcul pour l'ECN. Alors, comme je le disais donc, à une de vos collègues, dans un autre cours que je faisais il y a quelques années, j'avais trouvé un site américain, je ne sais plus quelle université américaine, peu importe. Je vous ai laissé le lien, mais malheureusement ce lien n'est plus fonctionnel. C'était un enseignant qui donnait un certain nombre de conseils généraux pour les étudiants qui allaient commencer l'équivalent de l'externat. Donc je les ai laissés en diapositive masquées parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui, mais si vous voulez les récupérer, c'est en anglais, mais ça vaut le coup à mon avis d'être lu. Donc si vous voulez les récupérer, il n'y a pas de souci. J'ai simplement résumé quelques-uns des messages que je crois très importants qui figurent dans ces espèces de recommandations qui peuvent paraître un petit peu paternalistes, mais c'est aussi notre rôle. Clairement, l'apprentissage à l'hôpital, c'est le compagnonnage entre étudiants, entre internes et étudiants, entre chefs de clinique et internes, entre PU, etc. Enfin, tous les soignants qui sont là et qui peuvent vous apprendre des choses. Et les premiers qui peuvent vous apprendre des choses, ce sont les patients. Encore une fois, les patients, ils vivent leur maladie, ils en savent beaucoup plus que vous et parfois que nous, même quand on a de l'expérience sur leur pathologie, et la façon dont ils vont vous en parler va vous apprendre beaucoup de choses. Une des raisons pour lesquelles on avait mis en place le stage plein temps, c'est pour qu'il y ait une continuité. Ça ne sert à rien de passer la visite, de suivre une visite, d'être complètement passif. Quand on rentre à 10 dans une chambre, la visite magistrale, patronale, comme ça se faisait dans le temps, c'est encore son utilité, c'est une espèce de théâtre, un jeu de rôle qui peut avoir son utilité, mais en termes d'apprentissage, quand vous voyez le patient à l'admission, et c'est l'objectif du stage plein temps, c'est vous voyez le patient à l'admission, vous faites son observation, vous faites avec bien sûr l'interne, le chef, le praticien hospitalier, les prescriptions, vous voyez les patients tous les jours,
vous êtes responsable, j'y reviendrai, mais Gabriel, je pense, voilà, on dira un mot aussi tout à l'heure. Vous allez avoir des responsabilités, y compris sur la tenue du dossier du patient. Et puis, quand le patient va sortir de l'hôpital, puisque voilà, on fait de plus en plus de choses dans l'ambulatoire, donc vous ne verrez qu'une petite partie de la vie des patients à l'hôpital, mais soyez toujours conscient que voilà, le patient, il a une vie avant, il aura une vie après, enfin, la plupart du temps. Et donc, c'est dans cette continuité de la prise en charge que vous apprendrez beaucoup de choses. On aime bien les étudiants actifs. Si vous restez dans votre coin et que vous ne dites rien, on n'a pas le temps à l'hôpital de venir vous chercher. Donc n'hésitez pas à poser des questions dès qu'il y a quelque chose qui ne vous paraît pas clair, et pas seulement à l'interne au chef, à l'infirmière, à l'aide-soignante, enfin chacun dans son métier peut vous expliquer beaucoup de choses. Donc soyez vraiment actifs, montrez que vous êtes motivés et vous verrez que tout le monde sera prêt à vous apprendre des choses. Reconnaissez vos erreurs, ça c'est vrai dans la vie d'une façon générale, donc ça je crois que je n'ai pas besoin d'insister. N'hésitez pas à dire « je ne sais pas » ou « j'ai besoin d'aide », c'est vrai aussi pour tout le monde, soyez curieux. Et je dirais dans la réflexion médicale, ça c'est une façon très générale, lorsque vous voyez, vous avez l'impression que quelque chose ne colle pas, c'est qu'effectivement quelque chose ne colle pas. Et donc ça c'est d'une façon générale dans la démarche clinique, il ne faut pas faire entrer les malades dans les cadres de vos questions de CN ou dans les livres. Si le malade ne rentre pas dans ce que vous avez pris dans les livres, c'est probablement qu'il y a une raison et que c'est peut-être vous n'êtes pas à la bonne page. Donc il faut tout reprendre. Autre élément, c'est avant d'être critique sur ce qu'ont fait les autres, ce qui est assez commun à l'hôpital. On critique le médecin traitant, on critique les urgentistes, on critique les autres spécialistes, enfin on critique tout le monde. Soyez humble, pas seulement parce que vous êtes étudiant, mais parce que, voilà, ce que j'ai mis à la fin quelque part, c'est juste en dessous, pardon, la médecine rétrospective, c'est toujours très très facile. Par contre, quand on est à 5 heures du matin face aux malades, c'est là que c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, ne jugez pas les autres avant de savoir exactement et avant d'avoir vous-même peut-être un petit peu d'expérience. Alors là aussi, ne soyez pas voilà, grisé par l'uniforme, la blouse blanche, ça ne vous donne pas la compétence, mais attention, vu de l'extérieur, pour les gens que vous allez croiser dans l'hôpital, vous êtes déjà des docteurs. Donc en termes de comportement, il faut être extrêmement attentif, et je le répéterai pour conclure. Soyez vraiment très attentif à l'image que vous renvoyez, parce que c'est l'image de toute une profession, de tout un corps de métier, voire de tout l'hôpital, que quelque part vous incarnez, vous, avec votre blouse. Et puis chaque fois que possible, allez voir les données originales. Alors, je ne pensais pas que Gabriel serait là, Gabriel Nizan serait là, parce que je vais dire des choses désagréables sur l'informatique. Mais voilà, vous allez malheureusement passer beaucoup de temps devant l'ordinateur. Et ça, c'est absolument insupportable. L'informatique, comme dans tous les domaines, ça doit être une aide pour faire notre métier. Ça ne doit pas remplacer le métier, et malheureusement, Gabriel n'y est pour rien, mais globalement l'informatique médicale a pas mal de retard dans tous les pays du monde sur les développements technologiques qu'on pourrait imaginer. Et bon, c'est encore assez fastidieux, assez laborieux l'informatique, mais maintenant tout est informatisé et on n'a pas le choix. Simplement, ce qui n'est pas normal, c'est que vous passiez plus de temps devant votre écran que dans une chambre de patient. Ce constat-là, il est fait dans tous les pays du monde, y compris aux États-Unis, où voilà, ça a été calculé que maintenant les étudiants passaient 80% de leur temps devant un ordinateur. Donc ça, c'est juste insupportable, parce que c'est évidemment pas devant l'ordinateur que vous allez apprendre votre métier. Donc l'informatique est évidemment nécessaire, c'est un outil incontournable, qui a aussi quand même un certain nombre d'avantages, mais voilà, je veux dire, c'est pas là que vous apprendrez votre métier, et personnellement dans le service, je peux vous dire que ça fait partie des choses que je ne supporte pas, c'est le copier-coller.
je veux dire, les antécédents ou l'interrogatoire où on copie et on colle ce qui a été rentré par on ne sait pas trop qui à 5 heures du matin, voilà, bon, ça, c'est pas possible. Et on voit parfois des absurdités. Et moi, quand j'entre dans la chambre et que j'interroge le patient, je suis assez surpris de la discordance entre ce qui figure dans le dossier informatisé et ce que raconte le patient. Donc là, en l'occurrence, l'informatique n'y est pour rien. L'informatique ne fait que restituer ce qu'on a rentré dedans. Le problème, c'est que personne ne va plus vérifier ce qu'on rentre. Donc ça, c'est pas possible. Un patient, c'est une personne qui normalement parle et répond aux questions. Et donc, il faut clairement que ce n'est pas parce que d'autres personnes sont passées avant vous qu'il ne faut pas reprendre. Et la plupart des erreurs médicales sont liées à ça. Sont liées au fait qu'on n'est pas allé vérifier l'information. Et ce qui est tout à fait dramatique, c'est qu'on n'a même pas écouté le patient, qu'on ne lui a pas posé les bonnes questions. Donc oui, vous allez devoir, comme tout le monde, vous utiliser l'informatique à l'hôpital pour le recueil de l'observation, pour le recueil de l'évolution. Alors pas vous tellement pour les prescriptions à votre niveau, mais pour le suivi ou la lecture des prescriptions, vous allez bien sûr pouvoir le faire. Et je pense que Gabriel insistera sur les aspects de sécurité sur le dossier informatique. Moi, j'insiste sur deux choses. Et c'est vrai que ce soit pour l'informatique ou pour le reste, c'est le secret, l'identification. Le secret, c'est valable à tous les niveaux, c'est-à-dire c'est le secret informatique, mais ça, enfin la partie sécurisation, l'utilisation de l'informatique, ça je pense que Gabriel en parlera, mais c'est également les conversations d'ascenseur, de cafétéria, de où vous voulez, et c'est pas parce que vous ne citez pas le nom d'un patient que, voilà, qu'il est admissible qu'on discute de situations médicales dans un lieu public. Parce que, voilà, vous allez voir que, heureusement, l'hôpital, ça peut être marrant, ça peut être un lieu où on travaille avec beaucoup de plaisir. Malheureusement, ce plaisir n'est pas pour les patients, mais pour ceux qui travaillent, on peut avoir du plaisir et de la joie. Sauf que ça, c'est strictement incompréhensible pour les patients et les visiteurs. Voir des gens en blouse blanche qui rigolent quand vous avez un proche qui est en train de mourir, c'est juste insupportable et incompréhensible. Donc, quand je disais que vous avez une blouse blanche et que vous êtes, que vous êtes vu comme, comme un médecin ou comme un soignant en tout cas, et qu'on vous voit rigoler, les gens s'interrogent un tout petit peu sur, il faut se mettre un tout petit peu à la place de ça. Donc, faites très attention au comportement que vous avez dans les lieux publics. Pour un patient, un visiteur, quelqu'un qui a une blouse blanche, c'est un docteur. Des docteurs qui rigolent ou qui ricanent sur une situation médicale, ça passe assez mal. Et je pense que c'est vraiment pas l'image qu'on doit renvoyer aux gens. Et dernière chose, que ce soit vis-à-vis du patient ou dans la partie saisie, enfin quand vous faites des actes, quand vous saisissez par exemple des données médicales dans le dossier, identifiez-vous. Je pense que Gabriel le répétera aussi. Je veux dire, les patients sont en général très bienveillants vis-à-vis des étudiants. Ils comprennent, ils vous diront toujours, bah oui, il faut bien qu'il apprenne son métier. Donc c'est exceptionnel que lorsqu'on dit qu'on vient avec un étudiant, c'est exceptionnel qu'un patient nous dise non, je ne veux pas. Ils sont en général toujours bienveillants, mais à condition que vous identifiez. Il ne faut pas jouer au docteur, il faut dire je suis étudiant, est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous examine, que je vous pose des questions, etc. Et vous serez toujours très très bien reçu. Mais restez dans votre rôle d'étudiant, notamment dans les informations que vous donnez aux patients. A priori, évitez de donner des informations, ce n'est pas votre rôle, vous ne maîtrisez pas suffisamment le dossier, la situation clinique, etc. Et puis la façon de faire. Donc c'est pour ça que votre statut d'étudiant vous protège aussi. Vous pouvez dire, écoutez, moi je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre, mais je vais relayer votre question. C'est très important, notamment quand il s'agit d'annonces de diagnostic, ce genre de choses, où parfois les patients hésitent, sont un peu impressionnés par le contact avec les autres médecins et vont vous sentir éventuellement plus à l'écoute. Profitez qu'ils sont plus à l'écoute, mais ne vous faites pas piéger, ne répondez pas à des questions si vous avez l'impression que vous ne maîtrisez pas, et c'est la plupart du temps c'est le cas.
Et enfin, identifiez également vos interlocuteurs, alors que ce soit par exemple les familles, hein, vous n'avez rien à dire aux familles, hein, ça fait partie aussi du secret médical, mais également quand parfois on vous charge de demander des avis à un autre spécialiste. Moi, je veux dire, le neurologue a dit que, moi j'en ai rien à faire. Hein, je veux dire, que ce soit externe, interne ou n'importe qui revient en disant le neurologue a dit que, je n'écoute même pas la suite, je veux savoir le nom et la fonction de la personne qui a dit ça. Parce que c'est pas la même chose si c'est un interne de première année ou si c'est le professeur de neurologie qui a dit que. Quand vous marquez des choses dans le dossier, il faut vraiment qu'on sache que c'est vous qui marquez, y compris parce que sur le plan médico-légal, si on a un souci, ça ne va pas avoir le même poids si c'est marqué que c'est un étudiant hospitalier qui a marqué quelque chose que si c'est un praticien confirmé. Voilà un petit peu les éléments que je voulais vous transmettre, et donc ça c'est ce que j'ai piqué donc sur ce site américain. Et juste pour dire, voilà, d'abord, notre métier c'est de l'humain, donc soyez sympa avec tout le monde et les gens seront sympas avec tout le monde, c'est vrai à la fois pour les patients et pour les équipes. Si vous voulez être intégré dans une équipe, respectez tous les membres de cette équipe, infirmières, aides-soignantes, les ASH, celles qui font le ménage, les diététiciennes, enfin tous les métiers qui interviennent à l'hôpital, et vous verrez qu'ils vous apprendront aussi beaucoup de choses et qu'ils seront aussi bienveillants avec vous. Et puis, voilà, c'est la deuxième période la plus intéressante de votre vie professionnelle que vous allez entamer ici. La première viendra après, c'est l'internat. Ce que vous allez faire pendant 3 ans, vous allez vous en souvenir toute votre vie. Voilà, il faut que vous ayez du plaisir à venir à l'hôpital, à apprendre votre métier, et j'espère qu'on arrivera à vous transmettre, nous, ce plaisir. Voilà, je m'arrête là. Je ne sais pas si vous avez...